Il faut développer des empires du software, des super produits que les gens utilisent partout, depuis l'Europe. À l'époque, il y a même encore 10 ans, on ne pouvait pas l'affirmer. On voit arriver des choses en ce moment, tous les mois, qui arrivaient tous les 5 ans ou tous les 10 ans avant. On va les vendre aux États-Unis. Ça va plus vite, les budgets sont plus gros, ils ont l'habitude d'acheter du software. Il y a plus de pression, il y a plus de compétition, mais c'est là qu'il faut vendre du software aujourd'hui. Moi, je vois en tant qu'angel, j'ai fait une 60aine d'investissements. Il y en a la moitié qui sont mortes, et puis il y en a une demi-douzaine qui va me rapporter beaucoup plus que ce que j'ai mis. Donc le pitch était pourri. Je voulais créer le meilleur jeu de solitaire sur Android. Ça fait pas rêver, tu vois, en 2018. D'ailleurs, personne n'a voulu investir. Et la boîte, tu vois, aujourd'hui, elle fait presque 2 milliards de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de boîtes de software qui ont fait des fortunes en vendant des produits vraiment pourris. Et je pense qu'on arrive à la fin de ce modèle-là. Et il va falloir mériter le droit de servir ses clients, et ça commence par avoir des super produits. Les 2 premiers deals ont été 2 catastrophes. J'ai tout perdu en 6 mois. J'étais persuadé que c'était des super deals et des super fondateurs. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui décrypte les coulisses de la tech et de l'investissement en Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Codorniou. Bonjour Julien. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation. Julien est General Partner chez 20VC. Alors 20VC, c'est un fonds un peu particulier, on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est aussi particulier aussi pour moi, puisque l'histoire, c'est que Harry Stebbings, et tu nous la raconteras mieux que moi, est le créateur de ce fonds. Et pour créer ce fonds, qui est un fonds assez maintenant réputé et avec beaucoup d'ambition en Europe, qui a à peu près 500 millions d'euros sous gestion, de ce que je comprends, a commencé, pas dans sa cave, mais presque dans son appartement, à faire sa cuisine, à faire des podcasts. Mais on va aussi se concentrer surtout sur ton parcours. Et pour cela, écoute, comme à l'accoutumée dans cette émission, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Julien, nous présenter un petit peu d'où tu viens, comment tu es tombé dans cette marmite, sachant que du venture, sachant que à tes tout débuts, de ce que j'ai compris, c'est que pour te lancer dans la grande aventure professionnelle, on va dire, tu as écrit un bouquin. Et un bouquin qui parle de l'histoire de Quelcou. Ça remonte, ça ne nous rajeunit pas encore. Mais est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et pourquoi tu t'es retrouvé à écrire ce bouquin ? En fait, moi, j'ai toujours été passionné par la tech, par le software, par le monde du logiciel, plus par le business du software que par le développement de software. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais ado, mon rêve, c'était de travailler chez Microsoft. C'était vraiment la boîte qui me faisait rêver, c'est la boîte où... Mais parce que tu étais hyper tech, tu étais hyper attiré par l'innovation. Ouais, et puis c'était la grosse boîte de software. C'est vrai qu'ils avaient tous des t-shirts Microsoft à l'époque, c'était le début d'Ultra... Il y avait ça, et puis à l'époque, il y avait quand même... moi, j'utilisais beaucoup MSN, je jouais à Age of Empires, j'utilisais Windows comme tout le monde, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'alternative. En gros, je passais ma vie sur les produits Microsoft, mais plus que ça, Bill Gates et Microsoft en particulier, c'est la boîte qui a créé l'industrie du logiciel. Et vraiment, Bill Gates a dit dès le départ, dès la création de Microsoft, il a dit le logiciel, c'est pas un passe-temps, c'est pas un hobby, ça peut l'être, mais ça doit être une industrie. Et en fait, tout ce qui s'est passé après, tout a été possible parce que Microsoft et d'autres, évidemment Apple et à l'époque Oracle aussi, ont créé les bases de l'industrie du logiciel. Ce qui fait que des gens comme moi, au lieu d'aller travailler dans des grands groupes ou des trucs pas forcément super intéressants pour les gens qui sont passionnés par le software, ont pu travailler dans des startups, des Microsoft, etc. Et donc, je passais ma vie à utiliser les produits de Microsoft et j'étais fasciné par Microsoft. J'avais lu pas mal de bouquins sur Microsoft. Donc, je voulais absolument travailler chez Microsoft. Il m'a fallu à peu près 7-8 ans pour y rentrer. Et c'est vrai que je n'avais pas un profil idéal pour eux parce que j'étais ni ingénieur et j'étais ni commercial. Donc, j'avais postulé. Quoi ? J'étais un peu entre les deux. Je voulais faire du business développement. Et il se trouve que en 2005, on pourrait y revenir, mais j'ai écrit un bouquin sur Quelcou, juste après l'acquisition de Quelcou par Yahoo, qui était à l'époque une grosse acquisition. C'était un demi-milliard en cash, après l'hiver nucléaire des startups en Europe et en France en particulier. Donc c'était the place to be, quoi. C'est un peu comme Eleven Labs aujourd'hui ou DeepMind, quoi. C'était la startup européenne qui avait réussi. Et donc pour écrire ce livre, j'avais passé beaucoup de temps à rencontrer les gens de Quelcou, évidemment, des investisseurs, etc. Et puis je crois que c'est comme ça que les gens de Microsoft m'avaient repéré. Et c'est comme ça que je suis rentré chez eux. C'était pour m'occuper des relations entre Microsoft, les startups, les développeurs de logiciels de startups qui hésitaient dans leur choix de plateforme et les investisseurs. Et donc c'était quoi ton poste chez eux ? C'était vraiment... En fait, je devais créer un programme pour reconnecter Microsoft à l'écosystème des startups et des investisseurs. Au début en France, après ils m'ont envoyé faire la même chose aux États-Unis, dans tous les pays. Mais c'est l'époque aussi où la plateforme open source, Linux, Apache, MySQL et PHP est en train de gagner une part de marché de dingue. Et donc il fallait que Microsoft
puissent se reconnecter avec les gens qui doivent faire des décisions de plateforme le plus tôt possible quand ils créent des boîtes, donc les startups. Donc je suis rentré pour ça. Puis après, j'ai fait plein d'autres choses. Et donc tu faisais partie de ces fameux general managers de programme qui t'offrent plein de crédits pour te mettre sur les plateformes et faire après en sorte que ça marche bien et que ça se développe chez vous. Ouais. Et je pense qu'on était les premiers chez Microsoft à faire ça. On avait démarré en France pour la petite histoire, et puis on m'a demandé de le faire aux États-Unis. Après, on avait créé un programme qui s'appelait BizSpark, et en gros, on filait des licences Visual Studio, MSDN, gratos à tout le monde, enfin toutes les boîtes qui démarraient, pour faire en sorte qu'ils choisissent la plateforme Microsoft, qu'ils restent sur la plateforme Microsoft, et que moyen terme et long terme, ça participe au business de Microsoft, qui est un business de channel et de partenariat assez évolué. Et c'est bien que le POC soit venu et issu des petits Frenchies. Ouais, et puis en plus, à l'époque, on avait des belles boîtes dans ce programme. On avait Criteo, qui allait en bourse, il y avait Talent, qui était un partenaire de l'open source en plus, qui avait joué la carte de l'interopérabilité avec Microsoft. Il y avait Talentsoft, donc il y avait plein de super boîtes qui sont devenues après de très belles boîtes de software. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à faire mon réseau dans le domaine de l'investissement. Mais c'est comme ça que je suis rentré par un trou de souris qu'il y avait chez Microsoft France et qui après m'a permis d'aller faire plein de choses. Et justement après, qu'est-ce que tu te retrouves donc aux États-Unis et dans le reste que aux États-Unis ou dans le reste du monde? Partout. J'étais à Seattle, au siège de Microsoft, à Redmond, et je m'occupais de ce programme-là et des relations avec les startups et les VC dans tous les pays. Et du coup après le switch, c'est quoi? C'est pourquoi déjà plus VC que startup? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, il y a 2-3 employés de Microsoft qui étaient un peu mes mentors, comme on dit, à Seattle, qui sont tous partis quasiment le même jour chez Facebook. Ok. Et moi, j'avais pas vu le potentiel de Facebook à l'époque en tant que plateforme de développement. J'utilisais Facebook, j'avais compris le potentiel dans la publicité, mais j'avais pas compris que Facebook pouvait et allait être une plateforme de développement pour les développeurs d'applications, en particulier dans le domaine du jeu. Et je me suis dit, si ces gars-là que je respecte, s'ils y vont, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris et peut-être qu'il faudrait que j'aille avec eux. Donc ça s'est fait en quelques mois, mais je suis parti avec eux. J'ai démarré chez Facebook en France pour m'occuper de l'équipe en charge du gaming, qui était le principal, on va dire les principales applications sur la plateforme Facebook à l'époque, puisque tu pouvais mettre un jeu sur Facebook littéralement et avoir des millions d'utilisateurs gratuitement en quelques semaines, quoi. Il y a plein de boîtes françaises qui ont fait ça très bien. Donc je suis rentré comme ça chez Facebook. J'ai vu de la lumière, j'ai suivi des copains, et puis je suis arrivé en janvier 2011 chez Facebook, où là je m'occupais de la plateforme gaming. Un peu le même job, il fallait convaincre des développeurs de choisir ta plateforme. Ça continue d'être quelque chose de très... Non, plus maintenant, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore le mobile, il n'y avait pas encore l'App Store, en tout cas, il n'était pas aussi sophistiqué qu'il l'est aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment eu un basculement que Facebook a opéré en même temps, du web vers le mobile. Et donc, ce qui était pas mal, c'est que cette plateforme Facebook était sur le web et sur le mobile. Donc, on prenait des développeurs de jeux ou d'applications sur le web et on les faisait basculer sur le mobile avec nous en synchronisant les données. Typiquement, Candy Crush a démarré comme ça. Ouais. Donc, à la base, c'était un jeu sur le web qui marchait un peu, qui a été porté sur Facebook, qui a cartonné, et ensuite ils l'ont passé sur mobile en jouant l'interop et la synchronisation du web et du mobile tout le temps. Et donc Facebook a créé un écosystème comme ça, avec des Supercell, des Playtika. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé en Europe pour créer cette industrie-là, ce business-là, au moment où il y avait plein de super boîtes de gaming et d'applications mobiles en Europe qui pariaient sur Facebook, sur la plateforme Facebook, et en particulier sur la plateforme mobile de Facebook. Décidément, à chaque fois que tu commences un job, tu as des super boîtes qui utilisent tes outils ou Alors, je dirais pas ça de Microsoft. Parce que je suis arrivé, on a lancé Windows Vista, c'était pas encore le cloud, c'était la fin des années Ballmer. J'ai adoré, j'étais vraiment... on a eu Criteo... Ouais, mais c'était plus des exceptions. Tu vois, à l'époque, d'ailleurs, Facebook était le plus gros utilisateur, le plus gros développeur PHP au monde, mais on se battait avec les armes qu'on avait. Après, Microsoft a pris le virage du cloud et est redevenu la plateforme, en particulier dans le B2B SaaS que tout le monde voulait adopter. Mais chez Microsoft, il fallait se battre pour avoir des parts de marché. Chez Facebook, tout le monde voulait développer sur la plateforme, tout le monde voulait bosser avec nous, tout le monde voulait bosser chez nous, en tout cas jusqu'à un certain point. Donc c'était très différent. Et... En plus du livre, est-ce que tu étais... je crois que tu exposais beaucoup de choses, tu écrivais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Justement, c'est peut-être quelque chose qui te relie à ton job d'aujourd'hui, en tout cas au fondateur. C'est peut-être Pourquoi, en fait, tu t'es mis à partager
à partager ton expérience, ta vision de la tech si tôt? Là aussi, c'est pour te... C'est parce que quand j'ai commencé dans cet écosystème-là, c'était en 2000, c'était dans le Sentier d'ailleurs, j'étais stagiaire dans un incubateur de start-up juste à côté. Pas très loin d'ici, ouais, rue des Jeuneurs. Et il n'y avait pas de contenu, il y avait très peu de contenu en français qui racontait ce qui se passait dans le domaine du software, dans le domaine du web. Il y avait un peu de contenu sur des sites genre le Journal du Net, etc. Mais il n'y a pas grand-chose. Et donc je passais ma vie à lire des bouquins comme Hard Drive sur Microsoft ou High Stakes, No Prisoners sur le mec qui a monté Vermeer Technologies. Enfin, je passais mon temps à lire des bouquins en anglais sur des success stories américaines et je me disais, il n'y a pas grand-chose en fait qui raconte les success stories de l'époque, qui étaient eLog, qui étaient Business Object, qui ont été quelques aussi. Et je me suis dit, il faut que nous, on raconte ça. Et d'ailleurs, le livre était dédié aux entrepreneurs européens. Il faut qu'on raconte ça, il faut qu'on explique comment ça marche, la création de start-up, la levée de fonds, leur achat, ou des fois le dépôt de bilan, ou les acquisitions. Donc j'avais ressenti le besoin de documenter ça et d'en parler. Donc j'écrivais souvent à l'époque dans TechCrunch, dans Business Insider. Je racontais juste ce que je voyais dans l'écosystème pour le documenter et en faire partager les gens qui n'étaient pas forcément exposés aux choses que je voyais tous les jours. Ok. Et justement, quel est le lien que tu peux faire avec aujourd'hui tu as continué de faire ça pendant tout ton développement professionnel, c'est-à-dire que tu as continué de le faire chez Microsoft, puis chez Meta. D'ailleurs, ça s'appelait Meta. Je suis parti au moment où ils ont rebrandé Facebook en Meta, en Q4 2021. Et donc, du coup, tu as continué d'être très prolixe, de continuer d'écrire et de partager ton expérience et ta vision. Un peu moins. Parce que j'ai plus beaucoup de temps, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien, parce que le podcast aussi maintenant est peut-être la meilleure manière de s'éduquer sur l'écosystème-là. Et c'est ça qui change en fait dans l'écosystème en Europe, c'est qu'à l'époque il y avait pas d'événements, il y avait très peu d'événements, il n'y avait pas tout ce contenu. Maintenant entre 20VC, ce que vous faites, Mathieu Stéphanie ou Invest Like the Best. Tout est documenté, tout est archivé. Et moi, je rencontre des fois des entrepreneurs de 21 ans qui sont des historiens du software, parce qu'ils ont tout lu, tout écouté, tout est là. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'avais écrit ce livre avec Cyril de l'Astérie pour ça. Maintenant, celui qui ne se renseigne pas ou celle qui n'a pas lu ou compris l'histoire de l'industrie dans laquelle on évolue, il n'y a plus d'excuses. Et pourquoi avec Cyril ? Parce que moi, j'avais l'idée. Je savais que Quelco était un bon sujet. J'avais un squelette. J'avais vraiment bien suivi l'histoire de Quelco depuis le début. Et puis c'était sur un blog, le blog de Pascal Mercier pour la petite histoire. J'avais dit j'ai envie d'écrire un bouquin. Alors je viens de nulle part. À l'époque j'étais auditeur financier chez Ernst & Young. Vraiment j'étais le type le moins qualifié pour écrire un livre. Mais j'avais vraiment la vision que ce truc allait marcher et qu'il fallait raconter cette histoire. Et en plus, Chapaz et son équipe, Dominique Vidal et les autres, étaient des personnages fascinants. Mais j'avais mis sur un blog, j'ai une super idée, mais je suis pas auteur, donc j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais coécrire ce livre. Et puis Cyril a dit, moi j'ai pas d'idée, mais je sais écrire. Et sauf qu'en plus, il écrit extrêmement bien. Et donc on a passé 1 an à interviewer tous les gens de l'aventure, dans tous les pays. À la fin, on a cherché un publisher, qui était à l'époque personne, mais il fallait que et puis c'était plus sympa de le faire à 2, quoi. Et si je l'avais fait tout seul, ça aurait pas du tout été le même bouquin. Sympa. Ouais. Et du coup, ça a représenté beaucoup d'interviews ? Ouais, pas mal. On a passé 1 an. Ça a été construit comme ça ? Ouais, on a passé 1 an, on a interviewé, je pense, une 40aine de personnes dans tous les pays. Et la connerie qu'on a fait, c'est que normalement, tu as un publisher avant d'écrire le livre. Oui. Mais comme on n'y connaissait rien, moi je me suis dit, j'étais sûr de moi, on va l'écrire, on va trouver un publisher et on va le vendre aux enchères, entre guillemets. Et puis au final, j'ai pas pris le bon publisher. On en a vendu pas mal, je crois qu'on en a vendu entre 8 et 9 000. C'est beaucoup, ouais, ce qui était pas mal à l'époque. 2000, c'est un succès. Mais quand je l'écrivais, je disais à ma femme que j'allais en vendre 1 million. D'ailleurs, je commençais à vendre, je commençais à dépenser l'argent que j'aurais touché. Que tu allais gagner. Donc ça, faut jamais faire ça. Pour ceux qui vont écrire un livre, faut jamais faire ça. C'est pas un bon business. Mais je me suis dit, ça va intéresser tout le monde. C'est l'entrepreneuriat, c'est la tech, c'est l'Internet. En plus, c'est une grosse acquisition. Yahoo, à l'époque, c'était vraiment le mastodonte dans l'Internet, quoi. En 2005, Google n'était pas encore le Yahoo killer qu'on connaît. Mais bon, au final, je pense qu'on l'a écrit 20 ans trop tôt.
Et le sujet est peut-être plus intéressant aujourd'hui. Et en plus, quand on voit tout ce que les gens qui ont participé à cette aventure sont devenus, il y a plein de trucs à raconter en fait. Sans quel coup, il n'y aurait peut-être pas Criteo. Sans Criteo, il n'y aurait peut-être pas Pigment, etc., etc. Ouais, il y a comme on aime à le dire dans l'écosystème, il y a une mafia quel coup Exactement. qui s'est développée Exactement. et qui maintenant on fait plein de petits, quoi. Exactement. Et en plus, ça montre le pouvoir d'avoir cette première ou une sortie comme ça, qui permet à des gens de connaître une expérience de super croissance, sans forcément aller bosser aux États-Unis. Ensuite, qui réinjecte de l'argent dans l'écosystème, chez les fonds de capital risque, chez les business angels, chez les employés. Et les employés de la tech, quand ils gagnent de l'argent, ils réinvestissent dans la tech. Et donc au final, à partir d'une success story comme ça, il y a plein de choses très positives pour l'écosystème qui ont suivi. Et maintenant, il y en a plein. Il y a la mafia Blablacar, il y a la mafia Doctolib, enfin la mafia, je ne sais pas si c'est le bon mot, il y a la diaspora Doctolib, mais on voulait raconter la première. Et alors, comment tu tombes dans cet univers de l'investissement ? En fait, quand j'étais chez Facebook, j'ai commencé à faire pas mal d'investissements de business angel. J'en ai fait une soixantaine. Et puis, c'est beaucoup, ça, quand même. Et puis en fait, j'adorais ça. Ça me permettait d'avoir un pied chez Big Tech et de voir la construction, la croissance du géant qui est devenu Facebook, avec tout ce qu'on a fait de bien et de moins bien, mais aussi d'avoir un pied dans le domaine des développeurs, de l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de comprendre ce qui se passe. Aussi, ça nous permettait des fois de trouver des acquisitions pour Facebook. Donc j'ai toujours aimé investir dans des boîtes en perso. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire de manière un peu plus institutionnelle, de passer plus de temps et d'être utile quand c'est possible avec des boîtes. Et dans tes investissements perso, ça a commencé dès Microsoft ou c'était plutôt pendant Facebook ? Non, j'ai commencé après l'IPO de Facebook en 2013. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis planté tout de suite, en fait. Mes 2 premiers deals ont été 2 catastrophes. J'ai tout perdu en 6 mois. Alors que j'étais persuadé que c'était des super deals et des super fondateurs. Et au final, ça m'a permis de comprendre très vite pourquoi il fallait que je fasse attention déjà, mais ensuite de créer un code. Et je me suis dit, après avoir tout perdu comme ça en 6 mois, d'avoir mis beaucoup trop d'argent dans des boîtes avec des fondateurs que je connaissais pas vraiment, dans des trucs un peu bizarres, je me suis créé un code d'investissement en tant qu'angel, que j'utilise encore aujourd'hui en tant que VC. Je me suis dit, j'investis que dans des gens que je connais, que j'ai vus au travail, qui m'impressionnent, avec qui j'ai travaillé, ou que j'ai pu observer dans leur boîte à l'époque de Microsoft ou de Facebook. 2, j'investis dans les produits que j'aime, que j'utilise moi-même. Et 3, j'investis si un fonds type un Index, un Sequoia, un Balderton, un Accel me dit nous on va investir et on voudrait que tu viennes avec nous. Parce que moi j'avais pas le temps de faire le travail de due deal, je sais qu'eux le font très bien, ils sont payés pour ça. Et donc j'ai mis en place ce code-là qui m'a aidé à faire de bons investissements comme Pigment ou Nabla ou StatSig ou Triple Dot. Mais comment... c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir accès aux deals et aux bons deals souvent. Et donc comment un index dirait nous on investit si tu investis dedans ? Parce que je le fais moi aujourd'hui depuis que je suis de ce côté-là de la table, mais quand tu fais un investissement dans une start-up, tu t'assois avec le fondateur ou la fondatrice et tu dis bon, qu'est-ce que tu voudrais comme bonne fée autour de ta cap table ? Tu veux quelqu'un qui bosse chez Big Tech, quelqu'un qui peut t'aider sur l'engineering, l'AI, la distribution. Et puis, moi, comme les fonds savaient que je passais pas mal de temps à rencontrer les startups et à investir dans les startups, si tu voulais quelqu'un qui avait participé à la croissance d'un Facebook et qui était en Europe, tu vois, mon nom revenait assez souvent. Ça revenait assez souvent. Donc, j'avais accès à ça. Mais ma principale source de deal flow, qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est les gens que j'ai côtoyés chez Facebook, en France, aux États-Unis, en Angleterre, et les gens que j'ai côtoyés chez Microsoft. 80% de mes deals aujourd'hui, chez 20VC, ça fait à peu près 1 an et demi que j'y suis, 80% de mes deals, c'est des anciens collègues. C'est des gens que je connais, ils me connaissent aussi, donc ça va être pas mal pour savoir ce que tu dois attendre de tes investisseurs. Mais c'est ce pipeline-là, quasi propriétaire, qui génère le pipeline, qui génère mon deal flow aujourd'hui. Mais c'est incroyable parce que du coup, pourquoi tu le fais pas pour Facebook, enfin Meta ? Parce que Meta n'a pas de fonds. À l'époque, Meta n'avait pas de fonds. Et puis... Ils viennent tous de chez eux. Ouais. Quand tu me dis ça. Ouais, non, c'était pas du tout une priorité pour Meta. Et puis je faisais des choses qui avaient rien à voir chez Meta. Je me suis occupé du gaming, après de la plateforme. Après, j'ai créé un business de SaaS qui s'appelait Workplace, que j'ai recréé là avec des copains d'ailleurs à côté, incubé chez 20VC. Mais c'était pas du tout quelque chose d'important pour Meta à l'époque. Et c'est quoi justement qui a fait que tu es devenu si
Ouais, si incontournable dans l'écosystème tech, c'est parce que tu étais le Frenchie qui a réussi à bâtir enfin, à accompagner la croissance d'un Meta en Incontournable, Europe. incontournable, je sais pas, mais ça fait longtemps que je fais ça en fait. J'ai commencé, tu vois, il y a 26 ans. Je démarrais très jeune dans un écosystème où il n'y a pas grand monde, et au final, tu rencontres des gens, tu essaies d'être utile. Et c'est surtout des techs que tu accompagnes? Enfin, Ouais. Moi, j'ai fait toute ma carrière en faisant ça en fait. Je vais voir des super développeurs, c'est ce que je faisais chez Microsoft et chez Facebook. Je vais voir des super développeurs qui sont excellents dans l'engineering et le produit, et moi je vais les aider sur la distribution du produit. Et ça leur va très bien parce que c'est le genre de partenariat que tu vas avoir. La plupart des gens chez qui j'investis, ils n'ont pas besoin d'avoir un investisseur qui va leur demander tu vois, quelle plateforme ils vont choisir, le code, etc. Nous, et c'est ce que 20VC fait très bien avec la marque, la communauté et la distribution qu'amène cette communauté, on aide des super développeurs, des super ingénieurs à devenir connus, à mieux vendre, à se lancer et à être connectés aux bonnes personnes un peu partout. Donc ça, c'est ce que je faisais en tant qu'opérateur pendant 17 ans, et c'est ce que je fais aujourd'hui en tant que VC. Alors justement, à un moment donné, donc, par le biais de tes investissements, ton track record, tu t'intéresses de plus en plus à l'investissement peut-être plus professionnel. Mais du coup, c'est quoi les 2 grosses erreurs que tu as faites? Enfin, tu as mis beaucoup d'argent, tu disais, beaucoup trop tôt en tant qu'angels. Et ensuite, c'était quoi? C'était des gens, quand tu dis que tu les connaissais pas, c'est parce que c'est quoi? C'est parce que c'était un faux mot et que quelqu'un te l'avait présenté? Ouais, je me rappelle, il y en avait un. Je l'avais vu à une conférence, il avait donné une conférence à un TechCrunch en 2012-2013, How to build a billion-dollar business. A billion-dollar mobile app. Et moi, je me dis, s'il donne des conférences sur How to build a billion-dollar mobile app, probablement sa boîte à lui, son app à lui, sera une billion-dollar app. Et puis au final, catastrophe, quoi. Catastrophe. Mais en fait, comme je me suis cramé vite, et à l'époque, je vendais des actions Facebook ou investir dans des startups, qui est vraiment une connerie absolue. Et comme je me suis cramé très vite, ça m'a permis de mettre en place ce code et d'éviter les erreurs. Et c'est comme ça, tu vois, j'ai investi dans Pigment parce que j'avais côtoyé Romain Nicoli quand il était chez Microsoft, ensuite chez Criteo. Je l'avais vu, je savais qu'il avait monté une boîte qui avait été au Nasdaq et j'avais suivi un peu le parcours. Donc, c'est les meilleurs deals en fait. C'est quand c'est quelqu'un que tu sais que cette personne-là est extraordinaire et en général, quand tu as fait une ou 2 sorties, le risque que la 3e boîte est moins risqué. J'avais fait comme ça une boîte de gaming qui s'appelle Triple Dot. C'était le premier gars que j'avais embauché chez Facebook. C'est un Turc qui s'appelle Akin Babayigit. J'ai eu de la chance, c'est ma première recrue chez Facebook. Et le type est vraiment un génie. C'est vraiment un génie. Et je l'ai vu chez Facebook faire des miracles sur tout ce qu'il faisait. Et puis le jour où il me dit qu'il monte une boîte, sans réfléchir, tu te dis, il faut que je... Alors que le pitch était pourri. Son pitch, c'était, il voulait créer le meilleur jeu de solitaire sur Android. Ça fait pas rêver, tu vois, en 2018, quelqu'un qui te dit, je vais révolutionner l'industrie des jeux de solitaire monétisés par la pub sur Android, ça fait rêver personne. D'ailleurs, personne n'a voulu investir, j'étais le seul angel. Mais comme moi, je l'avais vu, et que je connaissais aussi ce cofondateur qui est un Israélien qui a monté Product Madness, comme je les connaissais, je savais que ces mecs-là, ils feraient des trucs incroyables. Et donc, je suis rentré comme ça. Et la boîte, tu vois, aujourd'hui, elle fait presque 2 milliards de chiffre d'affaires. Incroyable. Donc, ça en fait, le secret du VC, c'est de sourcer, c'est de gagner les deals et c'est de les servir. Moi, mon secret, entre guillemets, pour sourcer, c'est que j'investis dans des gens que j'ai vus ou dont on m'a parlé via le réseau, etc. Mais c'est la difficulté, c'est de voir tout le temps. Et moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et comment tu rencontres Harry alors? Comment tu rentres dans le... Je le rencontre parce qu'il m'avait contacté quand j'étais chez Facebook, et puis évidemment j'écoutais 20VC, et puis on a commencé à faire des deals d'angels ensemble, qui ont bien marché, dont Triple Dot, et puis on avait fait aussi Linktree en Australie qui marche bien, on avait fait quoi d'autre? On avait fait qui n'ont pas marché, on en a fait pas mal qui n'ont pas marché, mais en gros, lui il cherchait quelqu'un avec une expérience opérationnelle, quelqu'un qui avait on va dire qui était un peu plus âgé que lui avec la moyenne de l'équipe, et moi je me suis dit j'adore passer du temps avec lui, je crois beaucoup au play que vous connaissez bien du fond au-dessus de la communauté et au-dessus du média, et au final ça s'est fait comme ça. Et en plus il voulait quelqu'un pour faire du seed et du pré-seed, ce qui était exactement ce que je voulais faire. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu justement ce qu'est 20VC, comment ça s'est organisé et structuré? Parce que c'est quand même pas, c'est pas anodin. Non, en fait, au départ, Harry, quand il était très jeune, pareil, il voulait devenir VC, mais il connaissait personne. Et donc il s'est dit, je vais faire un podcast pour
pour rencontrer des gens et pour montrer que je suis intelligent et que je mérite d'avoir un job chez un fonds de capital risque. Et donc il a commencé à faire des podcasts comme ça, 1, 2, 3 par semaine, toutes les semaines, pendant 10 ans. Et puis avec le temps et le compounding, c'est devenu un truc assez gros. Tu vois, on fait, je crois, quasiment 1 million de téléchargements par jour. Il a reçu Demis de DeepMind il y a 2 semaines. Il a reçu, je crois, le CRO d'OpenAI qui passe cette semaine. Enfin, il a accès à plein de gens dans la tech. Et au final, ce business média, qui est un business de podcast, est devenu une marque et est devenu un outil de distribution grâce à la communauté de gens qui écoutent le podcast ou de gens qui sont passés sur le podcast et qu'on a sur WhatsApp et qu'on utilise pour trouver des deals, pour valider des deals. Des fois, ils investissent chez nous, des fois, on investit chez eux. Souvent, on les fait investir avec nous dans nos boîtes. Et au final, enfin, tu le sais mieux que moi, mais il faut montrer quand tu es VC que ton dollar est différent du dollar des autres. Et nous, notre dollar, il est assis au-dessus de cette communauté-là qu'on utilise pour soit trouver des deals, soit pour les gagner, soit pour servir les boîtes chez qui on investit. Et cette communauté, elle est vraiment... elle est structurée, elle est organisée, elle est animée. Je ne dirais pas qu'elle est organisée et structurée, mais en tout cas, elle existe et on l'utilise. Okay. Et tu vois, quand on investit dans une boîte, on s'assoit avec le fondateur ou la fondatrice et on lui dit dis-nous qui tu rêves d'avoir sur ta cap table. Tu vois, tu veux Marc Benioff, on l'a sur WhatsApp. Tu veux Sheryl Sandberg, on l'a sur WhatsApp. Tu veux le patron de Datadog, on l'a sur WhatsApp. Et on leur propose des opportunités. Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non. Mais en tout cas, on a accès à ces gens-là. Et on va donner à la fondatrice ou au fondateur, en tout cas, l'opportunité de les pitcher. Et ça, c'est pas mal, parce que tu peux compléter ta cap table avec des opérateurs ou des entrepreneurs qui vont amener ce que tu n'as pas, ou avec un ADN que tu n'as pas dans ta boîte. Mais même quand tu reçois Marc Benioff, tu as son WhatsApp. C'est pas moi c'est Harry qui le gère en direct. Mais ouais. Tu vois, là, moi, j'ai créé une boîte chez 20VC qu'on a incubée, et on a fait venir Sheryl Sandberg de Facebook, on a fait venir Éléonore et Romain de Pigment, on a fait venir Akin de Triple Dot, on a fait venir les cofondateurs de Slack, et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, tu as un entourage, tu as un accès, et en termes de perception de la boîte, dès le premier jour, en fait, ça change pas mal les choses. Pour tes futurs clients, pour tes prospects, pour tes partenaires, pour les gens que tu vas embaucher. Et on fait une petite digression, mais du coup, comment tu te retrouves à avoir ton propre projet au sein de 20VC et en même temps être le general partner? En fait, quand j'étais chez Facebook, j'avais monté avec c'était pas mon idée, c'était l'idée de Zuck, un business de SaaS qui s'appelait à l'époque Facebook for Work. Donc imagine un Facebook complètement privé, fermé, juste pour toi et tes collègues, pour travailler, qui est devenu après Workplace from Facebook, qu'on avait lancé en 2016, qui faisait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Et on avait vraiment un produit que les gens adoraient. C'est pas facile de vendre de l'IT quand tu as la marque Facebook, mais on avait un produit qui était super, que les gens adoraient. Et surtout, le pitch, c'était de dire, tu sais utiliser Facebook ou WhatsApp, tu sais utiliser Workplace. Le pitch, c'était de dire, tu as 3 milliards de personnes qui savent utiliser ce produit IT SaaS sans aucun training en 5 minutes. Et ça, c'est pas mal quand tu fais de la communication interne ou que tu veux accélérer la vitesse à laquelle l'information est distribuée dans ta boîte. Et donc, on avait un business qui n'était pas un gros business pour Facebook, mais qui était quand même un beau business SaaS, et surtout un super produit que les gens adoraient. Et 2 ans après mon départ, Facebook a tué le business. Parce que c'était l'année de la Ruthless Prioritization, Year of Efficiency, comme ils disaient chez Facebook. Et donc tout ce qui n'était pas core business, pub, WhatsApp, Instagram, IA, en gros, passé au placard. Mais même pas revendu. Non. Alors que tu me dis que ça fait beaucoup de millions. Ouais, parce que c'était trop d'emmerde à revendre, je pense. Et en plus, ils voulaient, eux, continuer à l'utiliser en interne. Et j'avais toujours plein de clients, même il y a encore 1 an, qui m'appelaient en me disant ce Workplace nous manque. Il n'y a rien vraiment qui fait la même chose, on a tout essayé, et il me disait pourquoi tu le fais pas toi-même, quoi. Et puis je me suis dit, en fait, si personne le fait, si personne veut aller chercher ce business, et surtout j'avais vu un truc avec ce produit, j'avais compris l'importance du travail asynchrone avec l'interface qu'avait Workplace. Je me suis dit, si personne le fait, je vais le faire moi-même, quoi. Et donc j'ai reconnecté avec 3 anciens ingés de Facebook avec qui j'avais bossé pendant très longtemps, des gens qui avaient développé Newsfeed, Timeline, Open Graph, Workplace. Et donc je leur ai dit, les gars, pourquoi on fait pas ça tous les 4? J'ai été voir Harry a fait super bonne idée, on investit, on incube le truc, et puis voilà, on a créé la boîte qui s'appelle Slashwork. Et là, on est en train de mettre le produit dans les mains des premiers design partners, qui sont soit des anciens employés de Facebook qui connaissent bien le produit, soit des anciens clients. La grande nouveauté, c'est qu'on s'inspire beaucoup de ce qu'a fait Slack aussi en termes d'intégration de plateforme et tout, mais surtout qu'il y a 10 ans, quand on a créé Workplace, il n'y avait pas l'IA.
Et donc en fait, ça change tout pour le développer plus rapidement, faire des trucs de dingue qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, et puis aussi pour le vendre, quoi. Donc c'est hyper intéressant et challenging d'avoir notre propre boîte et de faire le VC en même temps. Justement, ça me fait un super lien pour l'IA, puisque toi qui es de la tech, qui travaille qu'avec des ingénieurs issus des plus grandes sociétés mondiales, aujourd'hui, dans 20VC, c'est quoi votre thèse d'investissement chez 20 et que vient faire l'IA tu vois, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? On n'a pas vraiment de thèse. Nos critères quand on investit, c'est est-ce que l'équipe est extraordinaire? Est-ce qu'ils ont le drive? Est-ce qu'ils ont le track record ou le drive et l'énergie nécessaire pour faire quelque chose d'assez incroyable? Donc on passe C'est-à-dire beaucoup que de temps. vous ne financez pas souvent des primo-entrepreneurs? Si, mais il faut montrer Après, moi, c'est vrai que moi j'ai tendance à financer des gens qui ont déjà monté des projets ou que j'ai déjà vu dans mes expériences passées. Harry, comme lui l'a été, il finance des gens qui sortent de nulle part, notamment avec Project Europe. Et c'est très bien, il faut qu'on fasse les deux. J'aurais un blind spot énorme si je faisais que des expériences ou des vétérans de l'entrepreneuriat. On fait les deux, on n'a pas vraiment de thèse, mais l'équipe est le plus important. On se dit, l'équipe est top, est-ce qu'ils sont, comme on dit en anglais, directionally correct? Est-ce qu'ils sont à peu près corrects à moyen long terme? Et est-ce qu'on peut être utile? Et puis si on check, on investit comme ça, quoi. C'est pour le seed pré-seed. Après, on a C'est quoi les montants que vous investissez justement en seed pré-seed? Seed pré-seed entre 2 et 5 millions de dollars pour 10-15% de la boîte. Après, on a un fonds de growth où là, c'est Paul Bonnet et Alexandre Deves qui, chez nous, qui sont deux Français, qui s'occupent de ça. Où là, c'est un peu plus sophistiqué en termes d'approche. Pourquoi Harry vient chercher des Français? Je pense que c'est vraiment une coïncidence, 3 fois de suite. Et ça montre qu'il est ouvert d'esprit. Mais non, en fait, il avait passé beaucoup de temps à embaucher Paul, qui était chez DST, qui est un super fonds. Et j'ai d'ailleurs aidé Paul à rentrer chez 20VC. Je faisais un peu le middle guy entre Paul et Harry. Et ensuite, Paul a fait venir Alex Deves, qui fait le fameux rapport sur la French Tech. Et je me suis dit, c'est pas mal quand même cette équipe. Et puis Harry et Paul sont venus voir en disant, je réfléchissais à monter mon truc. Ils m'ont dit, tu nous connais bien, tu nous as mis en contact, viens bosser chez nous parce qu'on a besoin, entre guillemets, de quelqu'un qui a une expérience dans la tech, etc. Et je me suis fait, en fait, ils sont sympas, je les connais bien. Ce qu'ils font, je ne sais pas le faire. Ce que fait Paul, je suis incapable de le faire. Ce que fait Harry, je suis incapable de le faire. Ce que j'ai fait... Pourquoi vous êtes complémentaires justement là-dessus quand tu dis je suis pas capable de le faire? Parce que Harry, c'est la marque, c'est la distribution, c'est le média, c'est le founder, quoi. Ouais. Et il gère quand même, il passe beaucoup de temps sur le média, et sans le média, 20VC n'existerait pas, on ne servirait à pas grand-chose. Paul, c'est un vrai investisseur, série A, growth, etc. Tu vois, moi, tu me donnes une data room, je quitte la salle, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'investis la plupart du temps, les boîtes n'existent même pas. Paul, tu lui donnes un fichier avec une data room, il trouve en 2 secondes l'anomalie, l'opportunité, ce qui va bien, les benchmarks, etc. Et puis il a une expérience du growth investment chez DST, à mon avis, qui est exceptionnelle. Donc il y a aussi Kitty et Jade sur Project Europe qui investissent chez des fondateurs de moins de 25 ans, etc. Donc on a tous, on va dire, un savoir-faire et une expertise très différente, et c'est ça qui me plaît. Comment c'est structuré maintenant 20VC? Parce que ça a commencé... de ce que dans les souvenirs, donc Harry a lancé ça, genre c'était une sorte de micro-fonds de quelques millions. Ouais, il y a eu un premier fonds en 2020, je crois, de 8 millions de dollars, un deuxième fonds en 2021 de 120. Ça, c'est un truc de fou, 8, 120. Ouais, mais le fonds de 8 était un très bon fonds. Il a eu un track record de Maboul, il a investi dans... Il a eu des linéaires, il a eu vraiment des super boîtes. Parce que les gens voulaient l'accès à la distribution et à la communauté qu'avait créé Harry. Ensuite, il y a eu un fonds de 120, et moi je suis arrivé quand le troisième fonds a été levé, qui est un fonds de 400 millions. Un tiers va aussi de pré-seed, moi je passe mon temps là-dessus, et les 2 tiers vont au deal de growth, avec lesquels on a fait des Airwallex, des Legora. Et sur ces 120, grosso modo, c'est toi qui les gères? Non, on est 2. J'ai un collègue qui s'appelle Kieran Hill, qui est arrivé chez 20VC il y a 5 ans, et donc on fait ça tous les 2. Et lui, moi je me considère pas encore comme un vrai VC ou un vrai investisseur. Lui, c'est un vrai investisseur. Il a fait 10 ans dans ce secteur-là, il connaît tous les secrets de toutes les term sheets. Moi, je suis un opérateur qui essaie de devenir investisseur. C'est quoi la différence? La différence, c'est que j'ai bossé dans une boîte tech, et puis j'ai fait plein de conneries, j'ai fait pas mal de trucs bien, mais surtout, j'essaie d'apporter cette expérience que j'ai eue en direct dans
chez Microsoft ou chez Facebook, dans les boîtes aussi avec lesquelles j'investis. Je passe énormément de temps avec Pigment, par exemple, ou je passe beaucoup de temps avec Triple Dot. Donc je suis un peu l'opérateur de Et c'est quoi justement de ce qu'on vient chercher chez toi quand tu parles d'opérateur pour que nos auditeurs comprennent, c'est quoi un peu la secret sauce là-dedans parce que moi, c'est pas l'expertise technique, c'est vraiment le go-to-market. Donc, une fois que tu as développé un bon produit, comment tu fais pour le vendre, le développer, le scaler, créer la bonne équipe, la bonne culture, ouvrir un bureau, ouvrir un reseller au Japon, aux États-Unis, c'est des choses que j'ai fait avant. Donc, c'est ça que tu viens chercher. C'est pas une expertise en machine learning ou en ingénierie financière. c'est si on veut s'installer aux États-Unis pour être plus rapide aussi, ou tu vois, c'est même avant. Il y a des boîtes comme Delos, chez qui on investit, ou en France, ou même Pigment, où je fais des meetings avec des prospects, avec les CEO. Et moi, j'adore faire ça. D'accord. J'adore faire ça. Et Donc, il y a des boîtes... super bizdev, quoi. Ouais. Il y a des boîtes, je leur dis, filez-moi un quota, quoi. C'est un peu le job d'un operating partner, parfois, en tout cas, version US. Ouais. Dans les invests. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime bien faire. En plus, j'apprends énormément en regardant... Parce que tout ce que j'ai appris chez Facebook ou Microsoft, avant l'IA, ça a complètement changé aujourd'hui. Donc, c'est important de ne pas être le gars qui te parle de comment Facebook faisait les choses en 2012 ou Microsoft en 2006, tu vois. Donc, ça me permet aussi, moi, de rester en contact avec les réalités du terrain qui changent plus vite que jamais, en fait. Et justement, toi vous avez dû investir, j'imagine, dans pas mal de sociétés SaaS. Ouais. Et ça doit continuer d'être un peu le cas. Ouais. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent que c'est SaaSpocalypse et c'est un peu la fin du SaaS? C'est quoi un peu ta vision là-dessus avec cet avènement, en tout cas cette arrivée de l'IA? Et comment vous intégrez maintenant l'IA, que ce soit dans vos process, d'un côté, peut-être chez vous, chez 20VC? Est-ce que tu as 2-3 petits tips à nous partager? Et puis, comment tu vois les choses vis-à-vis des entreprises, parce que j'ai l'impression que c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, surtout à ce niveau-là. Ouais. Non, moi je ferais pas ce métier si je l'étais pas, mais je suis hyper optimiste sur le software en général. Ce qui est vrai aussi, c'est que pendant très longtemps, il y a beaucoup de boîtes de software qui ont fait des fortunes en vendant des produits vraiment pourris. Et je pense que ça, on arrive à la fin de ce modèle-là. Et il va falloir mériter le droit de servir ses clients, et ça commence par avoir des super produits que les gens aiment et que les gens utilisent, que les gens sont contents de renouveler. Il y a beaucoup de clients qui ont été pris un peu en otage par leurs fournisseurs de software, et là, l'IA va amener des super produits, et puis surtout la pression de faire des produits que les gens utilisent, et la pression sera sur la software company, quoi. Mais moi, je me dis, si tu fais un bon produit que les gens utilisent, et que tu es curieux du feedback et de ce que tu devrais faire mieux ou améliorer ou développer, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Après, je pense qu'il y a plein de business qui auraient été des business venture-backed qui ne seront plus des business venture-backed. C'est-à-dire que je pense on va assister à l'émergence de milliers de boîtes de software, de micro-ISV, comme on disait à l'époque, des boîtes de software de 2-3 personnes qui feront 3, 4, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, et qui se porteront très bien, qui n'ont pas besoin de VC, mais ce sera good enough pour avoir une vie épanouie et s'amuser dans sa propre boîte. Tout le monde n'est pas obligé d'aller lever de l'argent. Il y a plein de business de software qui, franchement, ne devraient pas être financés par du VC, et je pense que l'IA va permettre ça. On le voit déjà, il y a déjà des gars sur LinkedIn qui disent j'ai une boîte de software de un employé ou 2 employés, le reste c'est que des agents, et on fait 2, 3, 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il y aura pas mal de software legacy qui sera remplacé par ça, mais tu vas pas vibe coder ta solution de communication interne et externe ou ton ERP avec Lovable. Ça va pas arriver tout de suite. Et justement, comment tu vas, par exemple, pour Slashwork. Ouais. Comment tu vas faire ton go-to-market? Nous, c'est une boîte un peu particulière parce qu'on va ramener sur le marché un produit que les gens attendent, et on a une liste de clients. Bon, ça c'est quand même du pain béni, ça. Ouais. Mais... On a une liste de clients qui attendent le produit. Mais par contre, ils vont avoir de grosses expectations. Énorme. Parce qu'ils ne veulent pas le produit qu'ils avaient il y a 10 ans. Mais en gros, ils veulent qu'on ramène cette façon de travailler, ce travail asynchrone avec l'interface qu'on avait et plein de choses qu'on faisait très bien à l'époque, mais aussi en tenant compte de tout ce que Slack faisait très bien.
C'est pour ça qu'on a pris les fondateurs de le cofondateur de Slack au capital, en termes de plateforme, d'intégration, etc. Et en tenant compte aussi de tout ce que l'IA a amené depuis quelques années. Donc il y a des attentes énormes, mais on build to sell. D'habitude, quand tu montes une startup, tu espères qu'un jour quelqu'un va te donner une chance à ton produit. Moi, les gens l'attendent. Donc il va falloir que. Et on est en plein milieu de cette phase-là, pendant qu'on est en train de l'apporter sur le marché, d'écouter ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qui plaît ou pas, et comprendre ce qui a changé entre-temps, et d'être à l'écoute et super réactif. Mais toi qui dis que tu travailles surtout beaucoup le go-to-market et le développement, les boîtes dans lesquelles tu investis, généralement, ils n'ont pas quand même déjà validé un peu leur marché ? Non. Certaines oui, mais la plupart des boîtes chez qui j'investis se créent un mois après la term sheet, quoi. J'essaie vraiment de trouver les trucs très très tôt. Alors tu vois, j'ai investi dans Requesty, la boîte existait déjà en Angleterre, où on a fait tu vois, Altertable en France par exemple, je crois qu'on l'a fait avant que Sylvain crée la boîte. Et c'est un ancien Algolia. Donc il y a vraiment rien. Et c'est ça qui est marrant. C'est la partie la plus risquée du capital risque, mais c'est ça qui est fun en fait. Et justement, comment tu vas différencier ces boîtes qui ont ce potentiel, qui peuvent être encore VC-backed, ouais. et celles qui vont un peu, justement, tu disais, celles qui vont faire 2-3 millions, elles vont juste plus faire appel à du VC. Ouais. En tout cas, les VC ne devraient plus les backer et vice-versa. Ça s'entend. Mais du coup, ça va être quoi la... Ça dépend de ce que tu développes, ça dépend de la capacité de n'importe qui d'autre à le développer également dans Replit ou Lovable, et ça dépend aussi du marché que tu as choisi, à qui tu le vends, comment tu le vends. Encore une fois, si tu fais un ERP, si tu veux faire Pigment de 2026, ça va être compliqué de le vibe coder, entre guillemets. Ou Nabla dans le domaine de l'IA, qui est une boîte que je connais bien aussi. Donc c'est plus l'ambition des fondateurs. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien de vouloir monter une boîte avec 3 employés qui fait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est génial. Moi, j'aurais adoré que ce soit une opportunité à l'époque où je rentrais dans la vie active, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Mais on veut des gens qui ont un niveau d'ambition de dingue, un drive de dingue, et qui sont là pour aller remplacer tous les vieux acteurs legacy. Et donc toi, tu penses, est-ce que tu donnais comme exemple qu'un Pigment comme un Nabla aujourd'hui ne devrait pas avoir peur de tous ces entrepreneurs qui vont arriver et qui vont faire du copycat avec leur Lovable, N8N ou je sais pas qui d'autre qui va arriver? Non, il faut avoir peur, il faut être parano de tout le temps. Ça, c'est la grande leçon de Facebook. Il faut avoir peur de tout le monde et se méfier du gars ou de la nana dans un garage à Prague qui veut manger ton sandwich, quoi. Mais je pense que la qualité des équipes techniques et surtout tout ce qui est propriétaire, l'accès à de la donnée propriétaire ou de faire des solutions pour un marché extrêmement précis avec des acteurs que tu connais par cœur et où tu commences à avoir un début de momentum, etc. C'est ça qui n'est pas facile à répliquer. Mais effectivement, c'est difficile de dormir la nuit quand tu vois que en une feature ou en un clic, un Anthropic peut presque décimer un vertical ou une industrie, quoi. Et en plus, tous les 3 mois, ça change. C'est plus Anthropic, c'est GPT, après c'est... Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement? De cette... c'est une nouvelle... carrément difficile de choisir, de s'y mettre, comment tu fais? Mais c'est parce que c'est pour ça que c'est du capital risque. C'est hyper risqué. C'est hyper risqué, surtout quand tu fais du seed et du pré-seed. Entre la compétition, les acteurs existants et les plateformes qui étendent, notamment les hyperscalers, qui étendent leur périmètre, c'est vrai que c'est très risqué, mais c'est aussi pour ça que c'est marrant. Ce serait pas marrant si c'était facile et s'il n'y a pas de risque. Non, mais même là, par exemple, aujourd'hui, les dirigeants, rien que implémenter l'IA, toi dans votre portfolio, toi qui est... j'imagine qu'ils sont tous hyper tech parce que vous investissez pas mal dans l'IA, mais comment par où ils commencent, les dirigeants aujourd'hui? Dans le portefeuille ou chez nous? Dans le portefeuille ou chez vous. Ils sont tous IA native, comme on dit. Ils utilisent l'IA pour toutes les phases du cycle, déjà pour développer le produit, ensuite pour faire du demand generation, pour accélérer le closing des opportunités, pour déployer mieux, pour renouveler mieux, pour développer de nouvelles features. Les gens chez qui on investit, ils sont au top du top de l'IA, entre guillemets. Et toi, tu les accompagnes aussi sur cette partie Non. Là, pour le coup, ils sont bien meilleurs que nous là-dessus. Ouais. C'est nous, en tant que VC, je dirais, on est plus en retard que eux dans l'adoption de l'IA et l'utilisation de l'IA. Vous utilisez Kawa?
Ça change tout le temps, mais on est à fond sur Cloud Code, Cloud Cowork en ce moment. Évidemment, Granola comme tout le monde. Après, on utilise les MCP pour connecter Cloud Code à notre CRM, à nos outils de note-taking, etc. pour trouver des deals les premiers, pour les qualifier plus vite, pour faire du data crunching plus vite que les autres ou de manière plus intelligente. On utilise tout ça. Alors, c'est pas une utilisation extrêmement technique et poussée de ces outils-là, mais on se force à le faire et c'est important qu'on le fasse. Et le fait que après-demain ce soit peut-être plus Claude, c'est pas grave, il faut y aller. En fait, on évolue. Ouais. Ça peut changer. Hein, tu vois, j'aurais pu te dire tout ça en parlant d'OpenAI et de ChatGPT il y a 8 mois. On est d'accord. Ouais. Et peut-être que ce sera encore Anthropic, peut-être que ce sera OpenAI, peut-être que ce sera, j'en sais rien, Mistral ou quelqu'un d'autre. Et les acteurs comme d'environnement type H ou Dust, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ces acteurs-là en termes de couches? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, quand vous regardez Moi, je connais bien Dust parce que j'avais investi en tant qu'angel à l'époque. En tant qu'angel. Ouais, mais on l'utilise pas chez nous parce qu'on n'a pas l'IT stack qui va bien pour ça. En tout cas pas encore, mais c'est pas des choses qu'on utilise. Par contre, on suit évidemment les boîtes qui font de l'agentique, mais c'est plus dans notre portefeuille chez les gens chez qui on investit que nous en interne. On fait encore un peu tout à la mano chez nous. Et c'est quoi la tendance alors? Et c'est quoi l'après-agentique? Alors là, je sais absolument pas. C'est pas. Non mais je sais pas du tout. Du coup, vous investissez encore beaucoup dans l'agentique, c'est encore une cible. Ouais. Toi, c'est quoi aujourd'hui les 5 dernières boîtes? Pas dans lesquelles tu as forcément investi, mais ou sans nous donner de nom, mais juste qui t'ont fait un petit. On a investi dans la boîte on a investi dans la boîte d'Alexandre Lebrun, Yann Lequin et Laurent Soli, Amilabs, à Paris. On a fait Altertable en France, qui fait une next-gen database. C'est pas celui qui a levé presque une valeur d'1 milliard Non, pas encore. Non, c'est pas celui-là. On a fait un tour de Précis l'année dernière. On a fait Requesty à Londres, qui est un LLM gateway. En gros, tu développes une application IA, tu as besoin d'un LLM, tu veux le meilleur, le moins cher, le plus disponible, etc. Il s'occupe de ça pour toi. On a fait une boîte à Prague, qui est une boîte qui fait des modèles et qui permet de fine-tuner et de scaler et de trainer plus vite et moins cher tes modèles, qui s'appelle Bottlecap AI, qui est une super boîte, des anciens de Facebook et de DeepMind. On a fait une boîte en Serbie dans le domaine des bases de données. C'est plus founder-led que thesis-led, si tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Ouais. Tu vois, là j'ai fait une boîte dans le domaine du gaming il y a une semaine. Un mec que je connaissais pas il y a un mois, mais qui avait bossé chez Triple Dot, qui est sa boîte que je connaissais très bien. Tu m'aurais dit il y a un mois et demi que j'allais investir dans une boîte de gaming, je t'aurais dit ce serait surprenant quand même. Et puis voilà, tu rencontres quelqu'un incroyable qui est recommandé par tout le monde, qui a fait des choses super dans une boîte que tu connais, et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Faut pas essayer d'être plus smart que les fondateurs quand tu es ici. Et aujourd'hui, comment tu fais la part des choses entre, d'ailleurs tu la fais peut-être pas, entre angel et investisseur avec toi? Je fais quasiment plus de deals d'angel, parce que je suis payé pour faire des deals de seed pré-seed avec 20VC. Quand il y a des choses un peu hors scope, je les fais en angel. Ça m'est arrivé de le faire sur Anybody, par exemple, qui est une boîte qui fait de la réservation de terrain de tennis et de paddle en France, qui marche super bien, parce que c'est pas un truc qu'on ferait avec 20VC, mais j'adore le fondateur, j'utilise le produit 5 fois par semaine, et donc ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. Mais j'évite d'être en situation de conflit avec ce genre de choses. Pour rappeler la test, investis partout en Europe aujourd'hui? Ouais, même aux États-Unis. Ouais. Mon dernier deal, il était à Seattle, tu vois. Ok. Donc c'est plus par opportunité, mais on regarde pas mal de choses. Mais tu bouges tout le temps? Non. Du coup, aux États-Unis, je suis pas allé depuis presque 1 an et demi, mais mon réseau est un peu des deux côtés de l'océan, donc j'essaie d'utiliser ça pas mal, parce que les anciens de Facebook à l'époque, il y en a plein qui ont monté des boîtes ou qui sont chez les OpenAI, chez Anthropic, etc. Et donc ça amène aussi un pipeline propriétaire hyper intéressant. Mais 80% de nos deals, je dirais, ils sont en Europe. Ok. Je vois que le temps qui file, j'aimerais bien reparler un petit peu de ta position justement très européenne, même si mais t'es à Londres, t'es français, t'as vécu aux États-Unis, ouais. T'as bossé pour les principales boîtes tech, et c'est quoi ta vision de la French Tech? Comment tu perçois ça? Comment tu perçois l'écosystème? Et
Et pourquoi tu penses... déjà, quelle est cette vision que tu peux avoir? Écoute, Vision, ça fait quand même longtemps que je suis dans cet écosystème-là, qui a vachement changé. Je dirais que la qualité des gens que l'on voit aujourd'hui, en France, mais en Europe en général, est vraiment au niveau all-time high. Tu vois des gens qui ont fait 5 ans chez Criteo, ou 5 ans chez Revolut, ou qui ont monté une première boîte, qui remonte une deuxième boîte. C'est exactement ce qu'a fait le cofondateur de Pigment. Ou tu vois Alexandre Lebrun-Nabla, qui avait vendu 2 boîtes, dont une aux États-Unis. Il revient en France, il monte le laboratoire IA de Facebook, il remonte une boîte qui est Nabla, il monte Amilabs. Donc, c'est des profils comme ça de fondateurs et de fondatrices avec une expérience qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est des gens qui ont déjà vu le film 1 ou 2 fois. Et on peut encore gagner de l'argent à investir dans ces boîtes de repeat founder, puisque... Ouais, je pense que c'est d'ailleurs une bonne manière... J'ai l'impression que les valos elles explosent avant même d'avoir... C'est ça le problème, c'est que tu payes beaucoup plus cher qu'avant, tu payes même plus cher qu'il y a 5 ans, notamment en seed pré-seed, et puis après ça part très vite. Mais en tout cas, la qualité des founders est all-time high, et encore une fois partout en Europe. Ce que je trouve qu'on a compris en France récemment, et qui est important, c'est qu'on se dirige vers un modèle de développement à l'israélienne. C'est-à-dire qu'on développe en France ou en Europe, avec des super bons développeurs, beaucoup moins chers et beaucoup plus fidèles que les développeurs dans la Silicon Valley. Par contre, on va directement vendre sur le marché numéro 1, qui est le marché américain. Sans perdre de temps, ou en tout cas en essayant de limiter le temps passé à essayer de vendre à des clients en France, en particulier quand tu vends à des grands comptes. Ouais, directement... Le drame de certaines des boîtes, tu vois, TechWolf en Belgique ou Pigment, c'est pas un drame, c'est qu'il te faut 6 mois pour closer un deal à la Coca-Cola, à la ServiceNow, ou tu vois une Fortune 500 aux États-Unis en 6 mois, parce que les Américains te donnent une chance quand tu as du software. Ça veut pas dire qu'ils vont te garder si ça marche pas, mais en tout cas, tu as une chance beaucoup plus vite, alors qu'il te faut des fois 2-3 ans pour signer une boîte du CAC 40. Ça, c'est un peu ton coup de gueule, c'est toujours le... C'est dommage, c'est en train de changer. Constat, déjà. Ouais, je pense que c'est en train de changer. En tout cas, si tu développes du software, vends-le aux gens qui achètent du software vite et qui sont prêts à payer plus, surtout si ça marche. On n'est pas, et c'est peut-être en train de changer parce qu'il y a ce tailwind de la souveraineté nationale, etc., et qu'il y a une pression qui est en train de devenir insupportable sur les grands comptes publics français et les boîtes du CAC 40 pour acheter des solutions françaises ou européennes dans le software et dans la défense. Et donc ça, c'est à mon avis un facteur assez positif pour les boîtes locales, mais il faut aller vendre aux États-Unis. Ça va plus vite, les budgets sont plus gros, ils ont l'habitude d'acheter du software, il y a plus de pression, il y a plus de compétition, mais c'est là qu'il faut vendre du software aujourd'hui. Et aller vendre aux États-Unis avant, ça signifiait passer par son cousin, qui est l'Angleterre, justement. Ouais. Il y a eu le Brexit. Ouais. Est-ce que c'était ou c'est en tout cas une très très bonne opportunité pour favoriser Paris? Maintenant, avec le recul, toi qui vis à Londres, qui est français, est-ce qu'on a réussi à saisir cette opportunité, selon toi? Est-ce qu'il y a eu un vrai effet d'aubaine qui a été réalisé? Pas tant que ça, mais c'est pas grave parce que l'Europe, on va dire, au final, bénéficie quand même pas mal de ça. La différence, c'est qu'avant, en Europe, il y avait Paris, il y avait Londres, il y avait Berlin. Maintenant, il y a Prague, il y a Belgrade, il y a des choses hallucinantes qui vont sortir de Kiev à un moment donné. Londres concentre quand même tout l'argent du VC du monde, et puis c'est là qu'OpenAI et Anthropic ont mis leur siège, il y a DeepMind. Donc il y a maintenant une quinzaine de hotspots, Stockholm, Barcelone, etc., qui font que tu peux... Donc là, les gros de la tech, ils sont quand même allés à Londres, c'est ça que tu es en train de dire. Mais regarde Eleven Labs. Eleven Labs, boîte complètement dingue, développée en Pologne. Ouais. Développée en Pologne, mais vendue partout. Et ça, pour moi, c'est ça l'avenir de la... Lovable, c'est Revolut est à Londres, évidemment. Ouais. Donc, Spotify est en Suède. Donc, on peut développer des empires du software, des super produits que les gens utilisent partout, que les gens achètent partout, depuis l'Europe. Et tu vois, c'était nouveau, ça. À l'époque, il y a même encore 10 ans, on ne pouvait pas l'affirmer. C'est clair. C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que on voit arriver des choses en ce moment, tous les mois, qui arrivaient tous les 5 ans ou tous les 10 ans avant. Pendant très longtemps, on avait Spotify, on avait Candy Crush, King.com, et on avait Adian. C'était les grosses success stories en Europe. Maintenant, entre Synthesia, entre Lovable, entre Legora, Pigment, Penny Lane, etc., et je pourrais en citer une trentaine.
Il se passe des trucs incroyables. Et maintenant, l'argent est hyper facile à trouver. Et si tu devais donner quelques conseils à un investisseur particulier qui voudrait justement jouer à la angel, donc devenir business angel ou commencer à investir parce que lui ça l'intéresse aussi, ce serait quoi tes recommandations? Sans que ce soit une recommandation d'investissement évident. Il faut être entouré, il faut passer du temps, il ne faut pas investir trop. Il faut se dire que tout ce que vous allez investir peut disparaître. Il faut écouter 20VC. Ouais, moi c'est ce qui m'est arrivé. Mes deux premiers deals, j'ai tout perdu tout de suite. Mais c'est risqué et il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Il faut avoir beaucoup de chance. C'est la power law dont on parle. C'est le deal qui fait x50, x100 et qui paye pour tout le reste du portefeuille. Mais c'est risqué, il ne faut pas le faire tout seul. Et justement, on parle beaucoup de power law. J'ai reçu la dernière fois Kima. Et en fait, il y a très très peu de VC qui font vraiment cette thèse d'investir dans énormément de deals, mais des petits tickets. Ouais. Pourquoi? Et tu vois. Bon, c'est vrai aussi des précis. Moi, je vois en tant qu'angel, j'ai fait une 60aine d'investissements et oui, c'est intéressant sur 60. Il y en a la moitié qui sont mortes, ouais. Et puis il y en a une demi-douzaine qui va me rapporter beaucoup plus que ce que j'ai mis. Et au final, c'est uniquement ces boîtes qui vont compter. Et c'est vrai que si je regarde, c'était les deals les plus rapides et les plus faciles à faire, parce que c'était les gens dont je te parlais, c'est les Pigments, c'est les Nabla, c'est les Statsig ou les Triple Dot. Et est-ce que c'était les premiers ou tu arrives aussi à te dire que tu as eu raison de lisser ça dans non, tout le temps? Justement, c'est arrivé plus tard. Ouais, c'est arrivé plus tard. J'ai commencé à investir en 2013. Ouais, j'avais commencé à investir en 2013 à peu près, et mes premiers, on va dire, winners, entre guillemets, sont arrivés en 2018-2019. Parce qu'il faut du temps pour se faire la main, pour avoir les réflexes et les patterns pour comprendre ce qui est intéressant ou pas. Trop bien. Donc il faut être très patient. Écoute, on a largement dépassé le temps. Est-ce que j'ai oublié de te poser la question que tu aurais bien aimé que je te pose? Écoute, bien, je pense qu'on a parlé de tout. On a parlé de tout. Alors, écoute, merci beaucoup Julien pour ton temps. C'était passionnant. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci de l'invitation. Merci.